Pouvons-nous recevoir ces 300 milliards qui nous sont dus? Pouvons-nous recevoir ces 300 milliards, aider notre peuple et utiliser cet argent pour acheter des armes partout dans le monde? Pouvons-nous décider du type d'armes dont nous avons besoin? Pouvons-nous décider nous-mêmes de ce que nous allons faire de cet argent? Pouvons-nous faire en sorte qu'aucun pays européen ne bloque cet argent? Pouvons-nous faire en sorte que cet argent nous soit transféré? Pouvons-nous simplement donner des appartements à ceux qui ont perdu leur logement, à ceux qui n'ont pas pu recommencer leur vie et qui sont partis à l'étranger? Ils travailleraient en Ukraine et paieraient des impôts. Pouvons-nous simplement faire en sorte que l'argent des meurtriers et des oligarques russes soit transféré à l'Ukraine? Ces fonds ont déjà été gelés. Il s'agit d'argent bien concret. Ce n'est pas la peine de parler de l'Amérique d'ailleurs. Pas besoin. Tout cet argent se trouve ici, en Europe. Pouvons-nous arrêter de nous tourner uniquement vers l'Amérique? Nous pourrions nous aligner sur une Europe forte et prendre des décisions fortes. Donnez-nous cet argent et il restera en Europe, car nous achèterons des armes ici, en Europe et en Amérique. Nous le dépenserons également pour notre propre production d'armes rapides et moins chères en Ukraine. La demande de Volodymyr Zelensky pour le transfert des fonds russes gelés interroge sur les véritables priorités du gouvernement ukrainien dans ce conflit prolongé. Zelensky insiste sur les besoins de reconstruction et de soutien à l'économie, mais la part importante de cet argent qui pourrait être orienté vers l'armement suscite des interrogations. L'équilibre entre la défense nationale et le bien-être des civils est délicat, et de nombreux citoyens ukrainiens, déjà victimes de déplacements et de pertes, espèrent un retour à la stabilité. En poursuivant cet effort de guerre avec les fonds gelés, Zelensky mise sur le soutien continu de l'Europe, tout en renforçant la capacité militaire de l'Ukraine. Cependant, cette orientation soulève des questions chez les alliés européens. Faut-il soutenir cette approche, même si elle semble nourrir un conflit potentiellement interminable? Et vous, que pensez-vous? Jusqu'où l'Ukraine et ses alliés doivent-ils aller pour défendre la souveraineté de ce pays? Est-ce que la priorité devrait être à la paix, ou la poursuite du conflit est-elle, selon vous, inévitable? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager cette analyse autour de vous. À très bientôt pour un nouveau décryptage.